Depuis les mers chaudes de la région équatoriale jusqu'aux mers glacées des hautes latitudes, les eaux marines couvrent 71% de la surface terrestre. Ces gigantesques masses d'eau sont en perpétuel mouvement et jouent un rôle essentiel pour le climat. Remarquez comment les océans se rejoignent autour de l'Antarctique, en un vaste océan mondial. Les régions tropicales reçoivent plus d'énergie du soleil que les régions polaires. Il devrait faire de plus en plus chaud à l'équateur et de plus en plus froid au pôle. Or, ce n'est pas le cas. L'énergie des régions chaudes est redistribuée vers les régions polaires par l'atmosphère et par l'océan, les deux systèmes fluides de la Terre. Voyons comment, dans l'océan, les courants marins transportent l'énergie thermique. L'océan absorbe, en quelques mètres, le rayonnement solaire. Ce n'est qu'une mince couche de surface qui se réchauffe directement. Les températures en surface atteignent 31 à 32 degrés Celsius dans les régions les plus ensoleillées. Alors qu'aux hautes latitudes, en hiver, la température peut s'abaisser jusqu'à moins 1,9 degrés Celsius, température de congélation de l'eau de mer. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la température moyenne oscille entre 2,9 et 7,7 degrés Celsius, alors qu'à La Rochelle, elle oscille entre 5,8 et 12,7 degrés Celsius. Saint-Pierre-et-Miquelon est pourtant à la même latitude que La Rochelle. Pourquoi cette différence ? Ce sont les courants marins de surface qui transportent l'énergie thermique de l'équateur depuis la mer des Caraïbes jusque dans l'Atlantique Nord. Au cours de ce périple, l'énergie est restituée à l'atmosphère et l'eau se refroidit peu à peu. Ainsi, les courants marins de surface transportent de l'énergie. Cela est bien connu des navigateurs qui, depuis des siècles, les ont cartographiés. Notons que les continents contraignent ces courants. En comparant la carte des vents de surface avec celle des courants marins, on constate une grande similitude. En effet, c'est le vent qui, exerçant une force de friction sur la couche d'eau superficielle de la mer, la met en mouvement. Il est à l'origine des courants marins superficiels. La connaissance de la circulation océanique a considérablement évolué grâce au progrès des techniques d'observation et à la réalisation de modélisation informatique. Suivons la trajectoire d'une particule dans un modèle d'océan mondial. Après avoir longuement circulé en surface, les eaux finissent par plonger. Mais pourquoi précisément là, dans l'océan Arctique ? C'est parce que ces eaux sont devenues froides et sursalées, donc très denses. La particule entraînée vers les grandes profondeurs continue son parcours vers le sud, en longeant le bord ouest du continent américain. Déviée par une ride sous-marine, elle franchit la dorsale, puis se connecte au courant circumpolaire antarctique. La particule finit par remonter après avoir emprunté le courant circumpolaire dans l'Antarctique. En surface, c'est la zone mythique des 40e rugissants et 50e hurlants. Par un phénomène d'upwelling, les eaux superficielles poussées par ces vents forts sont remplacées par les eaux froides venant des profondeurs. Laissons la particule finir son trajet. Cette particule a mis 500 ans pour faire son voyage. Ce temps n'a bien sûr pas été mesuré, et une autre particule, plus fantaisiste, aurait pu mettre 2000 ans. La vitesse n'est pas constante. Le Gulf Stream, le long de la côte de Floride, s'écoule à une vitesse de 2 mètres par seconde, alors que dans les grands fonds, elle n'est que de 10 cm par seconde. À partir des trajectoires simulées de centaines de milliers de particules d'eau dans un modèle numérique d'océan, Sabrina Speisch a proposé un modèle synthétique visant à quantifier et à comprendre les échanges océaniques interbassins à l'échelle du globe. Le schéma de la circulation générale des eaux dans les océans est complet. Le temps de l'océan, de l'ordre du millier d'années, est beaucoup plus long que le temps de l'atmosphère, une dizaine de jours. Cependant, c'est couplé qu'il redistribue l'énergie solaire reçue et donc qu'il régule le climat.